Bonjour, Mounir Satouri. Bonjour. Et bienvenue au bistrot du Théâtre à Merci. Montigny, je vous en prie. Merci. Venez vous installer. Vous êtes le premier élu Europe Écologie Les Verts à participer à cette émission. Il y en a, il faut le dire, assez peu dans le département. Les dernières élections ont été compliquées pour toute la gauche et donc également pour votre formation, même si la rupture avec le PS pour vous aujourd'hui est plutôt consommée, on va y revenir. Au cours de la prochaine demi-heure, on va parler de vous, de vos engagements. Vous êtes conseiller régional, conseiller municipal au Mureau. Dans les deux assemblées, vous siégez dans l'opposition. Et puis au cours de cette première séquence, on va revenir sur quelques-uns des sujets d'actualité. Et l'un des sujets qui focalise l'attention de tous les élus, de tous les politiques, c'est le vote du Royaume-Uni, avec le fameux Brexit qui a été décidé. Les électeurs se sont prononcés pour une sortie de l'Union européenne. Europe Écologie Les Verts appelle à un nouveau projet. Il faut revoir les traités. Concrètement, comment ça peut s'organiser et sur quelle base il faut repartir, reconstruire selon vous? D'abord, moi j'interprète ce vote comme le vote de ceux qui ont peur, face à une Europe qui malheureusement a arrêté d'avancer. Et donc la seule manière pour nous de maintenir cette belle idée qu'est l'Europe, c'est une refondation en profondeur. L'Europe, elle s'est éloignée des citoyens. L'Europe est devenue aux yeux de beaucoup d'Européens comme une structure lointaine, technocratique et qui ne s'occupe pas du quotidien. Et si on veut conserver cette belle acquis qu'est l'Europe, ben, il faut construire une Europe plus proche des gens, qui protège, qui fait en sorte que les acquis sociaux sont préservés, qui protège l'environnement et qui surtout permet de dessiner un avenir commun. On est dans une crise de perspective, une crise de la mise en commun et c'est ça aujourd'hui l'enjeu pour les dirigeants européens. Et nous, on attend à ce que le projet européen soit remis en selle, mais en lien avec la population. Il faut refaire autrement. Il faut refaire autrement. Il faut faire une Europe plus concrète pour les gens. Parce que c'est ça qui est important. Votre parti, Europe Écologie Les Verts, votre formation est plutôt divisée. Est-ce que la thématique de l'Europe aussi peut vous permettre de vous fédérer et d'avoir un discours uni? Les écologistes sont fondamentalement européens et fédéralistes. Et donc nous, on pense qu'aujourd'hui, la crise, c'est pas une crise du trop d'Europe, mais c'est une crise de moins d'Europe sur les questions sociales, sur les questions environnementales. Et donc c'est ça le travail de refondation aujourd'hui qui doit être l'actualité des dirigeants européens. Et on aura une élection européenne en 2019. Il faut profiter de cette élection pour que ce soit une élection d'une constituante qui construit véritablement l'Europe des peuples. On va quand même s'arrêter un petit peu sur l'actualité d'Europe Écologie parce que ces divisions, elles existent. Ces derniers mois, de nombreux élus ont quitté vos rangs, le groupe parlementaire a été dissous, le nombre d'adhérents aurait été aussi divisé par 2 depuis 2013. Aujourd'hui, vous seriez moins de 7000 adhérents. Et puis il y a l'affaire Baupin aussi qui va forcément laisser des traces. Votre secrétaire national, David Cormand, va devoir tout changer aujourd'hui. Il faut tout revoir aussi bien en Europe que pour Europe Écologie. D'abord, Europe Écologie a vécu une crise, mais une crise qui est globale pour les partis politiques et pour les représentants et les élus. Donc on l'a vécu certes de manière plus profonde. C'est confronter deux visions. Une vision qui était plutôt pour revenir à la base de l'accord qu'on avait avec le Parti socialiste en 2012. Et c'est ça qui a engagé notre partenariat pour les législatives et la création des deux groupes parlementaires. Et des personnes qui souhaitaient continuer, même si au niveau du fond et au niveau des projets on ne s'y retrouvait pas, de continuer à être dans l'accompagnement et le partage des responsabilités avec le Parti socialiste. On est plutôt en train de vivre une clarification. Tous ceux qui ont souhaité partir parce qu'ils étaient en désaccord sont partis. Et maintenant, on a un défi de reconstruction. Et donc, on a eu un congrès récemment, une ligne majoritaire s'est dégagée. Et je souhaite beaucoup de courage et de chance à David Cormand pour ce travail de refondation du parti. Et ça se fera en opposition avec la politique qui est menée actuellement, parce qu'Europe Écologie Les Verts, vous soutenez globalement le mouvement contre la loi travail, vous soutenez les grévistes, la CGT. Mais ce n'est pas tant en opposition que sur le projet écologiste. Je pense que tous les écologistes aujourd'hui, dans le parti Europe Écologie Les Verts, sont pour l'indépendance du projet écologiste et de son offre politique. La question du contrat et de l'alliance, elle se pose dans un deuxième temps. Et comme tout contrat, on ne continue à le tenir que parce que le partenaire avec qui on a conclu le contrat le tient. Le problème fondamental qu'on a dans cette législature, et je crois que c'est le grand échec de la gauche globalement, nous, on s'est présenté aux législatives à partir d'un accord qu'on a avec le Parti socialiste. Cet accord ne s'est pas transformé en feuille de route claire et concrète avec le président de la République. Et dès le début du mandat de François Hollande, un certain nombre de positions anti-écolo ont vu le jour et les engagements n'ont jamais été tenus. Donc la priorité, c'est de reconstruire d'abord
un projet écologiste et une offre politique écologiste. Et la question des alliances, elle doit venir dans un second temps, dans le cadre d'un accord possible sur des questions de fond concrètes qui interrogent les citoyens. La question de l'énergie et de l'autonomie énergétique, la sortie du nucléaire, la question de l'agriculture biologique, la question de la précarité énergétique pour les populations. C'est sur ces sujets-là qu'il faut revenir. Je pense que la vie politique se meurt des accords de tactique et d'appareil. Et donc il faut revenir aux questions de fond, et c'est ce qu'on a commencé à faire. Il faut clarifier son positionnement politique aussi, parce que vous parliez de ceux qui étaient partis. Jean-Vincent Placé, par exemple, ancien d'Europe Écologie, qui est aujourd'hui secrétaire d'État, il a déclaré qu'il ne voyait plus la différence entre le parti de gauche et Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'il a raison? C'est pas vrai, et c'est vrai que ce procès pour gauchisme a souvent été utilisé comme un prétexte de ceux qui sont partis. Moi, j'ai eu la chance, et vous le savez, de faire une campagne auprès d'Emmanuel Cos et des écologistes en Ile-de-France. On n'était pas en alliance avec le Front de Gauche, on était autonome. On a fait une campagne d'écologistes, d'une écologie politique affirmée et autonome au premier tour. Et au deuxième tour, il y a eu des discussions entre la liste conduite par Claude Barthelone, la liste du Front de Gauche et la nôtre, et on a pu fusionner sur une base programmatique. C'est ça l'écologie que moi j'aime. On affirme quand il le faut, le projet écologiste, et on construit des convergences pour pouvoir construire des majorités. Et je crois que c'est cette ligne-là qui est devant nous. On va marquer une pause, on va parler de vous, de votre parcours. Je vous en prie, passez en Merci salle. On va beaucoup. parler aussi de ce mandat de conseiller régional. Je vous en prie. Le café politique aujourd'hui avec Mounir Satouri, conseiller régional d'Île-de-France. Vous êtes responsable de ce groupe écologiste. Vous êtes né en 1975. Votre engagement politique débute avec l'adolescence. Vous vivez au Maroc avec votre famille et vous vous engagez auprès de la jeunesse de l'USFP, parti de gauche. Quel a été l'élément déclencheur pour cet engagement à l'époque? C'est un engagement à gauche, et à l'adolescence, c'est toujours un engagement pour les valeurs humanistes, les valeurs d'égalité et de liberté. Mais c'est un engagement plutôt fort et qui vous a causé du tort aussi, parce que lors d'une grève menée par des étudiants, vous êtes arrêté, vous êtes jugé pour trouble public et envoyé en prison pour 4 semaines. C'est ça. Vous pouvez nous raconter un peu plus ce moment, on imagine, délicat et qui a dû forger encore plus vos convictions politiques? Alors c'est drôle parce que la manifestation c'était samedi. Comme j'étais un jeune engagé, je faisais plutôt de ceux qui appelaient à ce que la manifestation se passe dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas les casses qui donc remettent en cause les raisons légitimes de cette manifestation. Le soir même, alors je m'en souviens comme c'était hier, il y avait une pièce de théâtre qui se produisait dans la ville, c'est une pièce de Molière. Et donc, en rentrant de spectacle vers 11h le soir, mon frère aîné m'annonce que la police était venue, qu'il y avait une convocation pour que j'aille au commissariat le lendemain. Et suite à ça, 4 semaines d'enfer à cet âge-là, de procès, et puis qui se termine par un jugement, enfin une condamnation, à de la prison avec sursis pour trouble à l'ordre public. Alors bien sûr, à 15 ans, on ne le vit pas avec le recul qu'on peut avoir plus tard, mais en tout état de cause, cet acte a été l'élément déclencheur qui a fait que mon papa a fait appel au mouvement familial pour que je vienne le rejoindre en France. Parce que lui travaillait déjà en France et il a fait venir toute la famille dans les Yvelines justement. Comment s'est passée cette arrivée? Vous l'avez vécu comme un autre départ, comme une double sanction après déjà la condamnation Je l'ai vécu comme une découverte parce que quand on est jeune d'origine marocaine, qu'on fréquente le centre culturel français, qu'on étudie la littérature française et qu'on connaît un peu son histoire, la France c'est la patrie des droits de l'homme, c'est la patrie de l'émancipation, c'est la patrie de l'engagement politique. Et donc je vis cette découverte comme une belle expérience. Je suis accueilli par l'école française avec des profs engagés, géniaux, qui m'accompagne en plus de ce qu'il devrait faire pour que je récupère mon retard sur la langue française. Et puis j'y ai fait mes études, je m'y installe. Et donc j'ai un rapport très, très amoureux à la République française. Et l'engagement politique du coup est encore plus fort et votre famille le comprend cet engagement? Alors d'abord il y a un paradoxe. J'étais à 15 ans et demi, moi quand je suis arrivé j'étais surpris par le peu d'engagement politique des jeunes. Donc je ne comprenais pas que les lycéens, quand on se voyait pour boire un café, à côté du lycée, je ne comprenais pas que ça ne parlait pas politique. Alors qu'il y avait plus de liberté pour exprimer justement. Et moi j'avais une double difficulté, c'est comme je ne maîtrisais pas beaucoup la langue française, j'avais du mal à m'exprimer et à participer aux discussions politiques. Et donc en fait ça prend son sens au début de la vie étudiante. Et c'est vrai que le mouvement étudiant, il y a plus de débats, il y a plus d'engagement. Et donc la suite logique de mon engagement
à l'USFP, c'est le Parti Socialiste Marocain en fait. C'est l'Union Socialiste des Forces Populaires. J'adhère au Parti Socialiste, au MJS et au Parti Socialiste, jusqu'en 2001, où une crise de perspective et de sens et la prise en compte de la question environnementale et de l'urgence environnementale et climatique m'amène à fréquenter les écolos et petit à petit à me désengager du Parti Socialiste. Il y a la question du droit de vote des étrangers aussi, qui a, la question du droit de vote des aussi étrangers, pour votre changement d'orientation politique. Principalement, il y a la question du droit de vote. À l'époque, le projet du candidat Jospin était en train de se construire. Je crois que l'animatrice du projet, c'était Martine Aubry. Et donc sur la question du droit de vote des étrangers, qui était une promesse de Mitterrand bien plus tôt, était de dire on ne va pas mettre la question du droit de vote des étrangers dans le programme, mais dès qu'on sera élu, on va l'appliquer. Vous parliez de Lionel Jospin justement. 2001, c'est un moment particulier avec le Front National qui se retrouve peu de temps après au second tour de l'élection présidentielle. Vous le vivez comment, ce moment où vous changez un peu de formation politique et ce qui est en train d'arriver aux forces de gauche? J'ai rejoint les Verts fin 2001, donc c'était un petit peu avant, et surtout avec l'analyse que l'idéologie socialiste et la limite de la question de la croissance et du partage, une fois qu'il y aura la croissance, on est dans la logique du partage, à mes yeux commence à prendre ses limites. Parce qu'à l'époque, moi qui vivais en banlieue et qui travaillais dans le champ de l'insertion professionnelle en banlieue, je commençais déjà à me rendre compte que c'est pas parce qu'il y avait la croissance et que l'emploi revenait que si celles et ceux qui en étaient le plus exclus retrouvaient le chemin de l'emploi. Et donc la question du mythe de la croissance, qui est quand on la retrouve, tout va bien, parce qu'on peut la partager, ça prenait sa limite. Et en fait, l'échec de Lionel Jospin qui ne va pas au deuxième tour, pour moi confirme la limite de cette vision du monde, de cette vision binaire, et donc conforte l'engagement écolo, et surtout l'engagement que la prospérité, en Occident en tout cas, ne viendrait pas seulement avec la croissance, et qu'il faut changer de paradigme. Il faut d'abord se préoccuper de l'avenir de nos enfants et préserver cet avenir, et partager les richesses avec ou sans croissance. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en plein dans ce débat-là. Il y a une vraie fracture aujourd'hui entre vous et le Parti Socialiste. Je ne parle pas d'Europe Écologie et du Parti Socialiste, mais je parle vraiment de vous. Quel rapport vous entretenez avec les socialistes? Vous qui les avez côtoyés de près puisque vous y étiez adhérent avant d'en partir. Aujourd'hui, les discussions sont faciles, apaisées. Comment vous jugez le Parti Socialiste? Je vais vous dire, l'homme de gauche que je suis, au début de ce mandat, j'aurais pu entendre un certain nombre de réunions économiques, même si je ne partage pas l'analyse. J'entendais la logique. En disant il faut les déficits, il faut d'abord réduire les déficits avant de faire le partage des richesses, etc. Ce qui a été l'élément de rupture déterminant, c'est la question de la déchéance de la nationalité. Parce que là, on était sur des questions morales. On était sur des questions morales. Quand tous les experts, tous les spécialistes disaient que la question de la déchéance de la nationalité ne réglait rien à la question du terrorisme, à la question de la radicalisation et à la question de la crise sociétale dans laquelle on vivait, et que vous aviez un président de la République et un Premier ministre qui brandissaient ça comme l'arme suprême qui allait régler tous les problèmes, pour moi c'était, je l'ai dit d'ailleurs, un débat que j'ai eu dans mon toit, et c'était paradoxal. Je me suis retrouvé à ce débat-là avec un représentant de la droite, Patrick Devedjian, qui s'engageait contre la déchéance, et avec une députée locale socialiste qui n'est pas venue au débat, parce que c'était compliqué à porter. Et là, on était dans une rupture morale. Et je crois que la gauche peut se permettre de commettre un certain nombre d'erreurs, et le peuple de gauche peut lui pardonner, mais pas sur les questions morales, pas sur les questions qui font le fondement de notre République, de l'égalité et de la fraternité. Plus globalement, votre regard sur ce quinquennat, avec François Hollande au plus bas dans les sondages, Manuel Valls aussi? Un gros gâchis. Vous vous rendez compte que lorsqu'on a réussi à virer Sarko en 2002, la gauche et les écologistes avaient tous les pouvoirs. On était majoritaire au Sénat, on était majoritaire dans la majorité des départements et des communes, la quasi-totalité des régions, à l'Assemblée nationale. Et vous voyez l'opportunité de transformation en profondeur de notre société qui était entre nos mains, et on est passé à côté. Ils sont restés dans le train et jamais ils se sont arrêtés. Aucun arrêt n'a été l'occasion de se poser et de dire on a une opportunité historique et il ne faut pas la gâcher. Donc un gros gâchis. Qu'attendez-vous d'Europe Écologie Les Verts? C'est la question que nous sommes allés poser dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines, dans le département. Je vous laisse écouter.
Rien de particulier parce qu'ils finissent par m'énerver, ils suppriment tout, on n'a plus le droit de rien et franchement c'est plus la France quoi. Je veux bien qu'on soit vert, moi je fais très attention à tous les produits etc. mais il ne faut pas abuser non plus. Malheureusement je trouve que là ils perdent beaucoup de temps à se disputer entre eux et du coup ça manque d'efficacité quoi. Ils sont pas très crédibles, voilà. Faire appliquer les décisions prises à la COP21 déjà. S'assurer que c'est bien respecté. Continuer à lutter contre le gaz de schiste, contre l'exploitation complètement délirante de l'environnement, voilà. Qui passent aux actes et puis qui mettent en place des choses dans les villes, c'est important. Par exemple, dans les villes comme Grenoble, ils ont mis des bacs à fleurs. Ils ont supprimé certaines rues et ils les ont mis piétonnes et je pense que c'est vraiment très très bien. Il y a de la déception, des attentes aussi. Oui. D'abord, il y a une remarque globale que moi je partage et je vote pour, c'est la question des chamailleries. Et donc, moi je fais partie de ceux qui disent qu'il y a une clarification, ceux qui n'étaient pas d'accord avec la ligne globale sont partis, et ceux qui restent. Ça ne veut pas dire qu'on pense tous la même chose, parce qu'il y a des nuances, et on pourrait en parler. Maintenant, il faut arrêter les bisbilles interpersonnels et travailler sur le projet, sur le fond et sur le projet écologiste qu'on veut porter pour la société, dans les villes, dans les régions et au niveau national. Ça, moi, j'adhère complètement à cette critique et je vote oui sans aucune réticence. Et après, il y a le paradoxe écolo. Vous voyez, une des personnes dit il faut que les écologistes continuent à lutter contre le gaz de schiste, etc. Donc, les écologistes qui sont là dans le contre. Et vous avez une autre citoyenne qui dit vit ça quelque comme une part, contrainte aussi. Il ne faut pas que les écologistes ne soient que dans le contre. Et qu'il faut que les écologistes soient dans un système d'adhésion. Et je crois que c'est ça le paradoxe qu'on a face à nous. Et il faut qu'on puisse, de manière beaucoup plus importante, décliner un projet d'adhésion plus qu'un projet de critique. Mais le projet écologiste part forcément de la critique de la société libérale productiviste. Donc il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre. Par exemple, moi j'ai envie que les écologistes se distinguent par la défense de l'agriculture de proximité et de l'agriculture biologique et pas par la lutte contre l'agriculture productiviste qui pollue. Donc on a un effort de pédagogie. C'est une façon de faire passer le message, il faut travailler sur ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus positif, il faut qu'on donne envie. Je suis persuadé que le projet écologiste est un projet qui protège, qui donne envie et qui répond aux défis du XXIe siècle. À nous de savoir l'exprimer et l'exprimer de manière positive. Alors justement, pour l'exprimer, est-ce que participer à une primaire de la gauche, ce ne serait pas une bonne opportunité? Parce qu'Europe Écologie Les Verts ne veut pas entendre parler de cette primaire de la gauche. Alors moi, j'étais pour la primaire. J'étais de ceux chez Europe Écologie Les Verts qui étaient pour la primaire. Pourquoi? Parce que la primaire nous permettait de clarifier un certain nombre de sujets avec comme arbitre le peuple, et en démocratie, c'est toujours bien de prendre comme arbitre le peuple, mais sans que ça tombe dans l'entre-soi. Et donc l'idée de dire on veut une primaire de toute la gauche, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a un débat qui traverse la gauche, et qu'il y a différents courants au sein de la gauche, et y compris au Parti Socialiste. La question n'est pas tranchée dans aucun parti. Aujourd'hui, au Front de Gauche, entre le canal historique Parti communiste et les amis de Jean-Luc Mélenchon, il y a des discussions et des nuances. Au sein du Parti Socialiste, entre les frondeurs et la ligne Valls, il y a des discussions et des divergences. Et donc, je fais partie de ceux à ELV qui disent on veut une primaire, c'est pour que ce débat-là soit tranché de manière publique, de manière concrète. Mais apparemment, il n'y en aura pas. Est-ce que Europe Écologie peut revenir un peu sur ça? Et que le peuple soit souverain et le tranche. Et que ça nous permettait de décliner et de dérouler le projet écologiste sans qu'on tombe dans l'entre-soi et l'enfermement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans le cadre des institutions de la Ve République, que les écologistes, ils peuvent seuls être majoritaires dans les institutions et changer le réel. Et je n'ai pas envie que les écologistes attendent la révolution qui permet d'avoir les leviers institutionnels pour changer le réel. Et donc, en attendant, on est dans le dilemme de travailler avec un certain nombre de partenaires à gauche, mais aussi bien le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Moi, j'étais sur une liste au deuxième tour avec les gens du Front de Gauche et du Parti Socialiste. Et on l'a fait sur la base d'un programme. Et on a d'abord négocié sur le programme avant de négocier les places. Et donc, il y a des logiques dans les Ve République qui ne nous permettent pas d'accéder aux responsabilités pour changer le réel. Et donc, on doit gérer cette double contrainte. C'est comment
dès aujourd'hui, répondre à l'urgence environnementale et à l'urgence climatique, tout en continuant à faire progresser le projet écologiste pour qu'il devienne de plus en plus majoritaire. Donc pour les primaires, vous allez militer pour qu'il y ait des primaires, même si ça semble mal engagé. Moi, je milite déjà, primaire ouverte pour la gauche, pour qu'il y ait des primaires ouvertes à toute la gauche. Mais vous le dites vous-même, hein, ça semble mal parti. Et donc, au cas où les primaires de toute la gauche n'aient pas lieu, et c'est pas les primaires de Cambadélis, hein, parce que Cambadélis, il dit les primaires de ceux qui sont d'accord avec le gouvernement. J'ai pas cru comprendre que toute la gauche soutenait le gouvernement actuel. Donc on a cette nuance, et donc si cette primaire n'est pas lieu, je suis à ce moment-là pour qu'on soutienne un candidat écolo, avec la candidature la plus parlante possible pour le Vous avez un favori déjà? Mais moi, clairement, je suis pour une candidature de Nicolas Hulot. Je l'étais déjà à l'occasion des précédentes présidentielles, mais il n'a pas gagné la primaire interne à ELV. Je suis prêt à soutenir Nicolas Hulot, bien sûr. On en revient justement à cette question de vos engagements. Vous siégez à la région Île-de-France depuis l'an dernier. Vous découvrez aussi ce rôle d'opposant après la victoire de la droite et du centre avec Valérie Pécresse. Avant de parler justement des nouvelles décisions qui ont été prises par cette nouvelle majorité, un mot sur l'ancienne majorité, celle de Jean-Paul Huchon, où vous avez siégé aussi. Elle a été décriée. Il y a eu également des audits qui ont été faits sur des dépenses qui n'étaient pas toujours forcément justifiées. Il y a eu beaucoup de critiques en fait sur le précédent mandat. Comment vous les avez vécus? Il n'y a pas eu d'audit, il y a eu des rapports commandés par la présidente. Et des rapports commandés par la présidente qui sont adressés au Figaro avant d'être adressés aux élus d'opposition, et quand les élus d'opposition l'exigent, ils reçoivent une synthèse avant de recevoir au final le rapport dans sa globalité. Donc vous contestez? Et bien évidemment que je le contexte. Et d'ailleurs, soyons clairs, si Valérie Pécresse avait trouvé dans le bilan de Jean-Paul Huchon des choses répréhensibles, elle serait allée devant la justice. Donc ce n'est pas le cas. Valérie Pécresse a gagné les élections. Elle est en droit de critiquer le bilan politique de la mandature précédente. Moi, j'ai le droit et le devoir de le défendre. J'ai fait partie de cette majorité. Je l'assume jusqu'au bout, y compris sur ce qu'aujourd'hui, elle tente de présenté comme le prétexte de tous les reniements. Je parle du pass Navigo à tarif unique. Les écologistes ont porté au premier tour en 2010 le pass à tarif unique. Ils l'ont défendu en interne. Ils l'ont obtenu bout à bout. Et on est fiers et contents qu'aujourd'hui le pass unique existe. Parce que le pass unique, cet été. Parce que le pass unique est ce qui fait l'union et ce qui rassemble le territoire francilien, et c'est ce qui permet de sortir de cette injustice qui est plus tu habites loin et moins tu as de transport et plus tu les payes cher. Et en fait, Valérie Pécresse avait prévu de mettre moins d'argent sur le transport en commun pour une raison simple, c'est qu'elle a prévu de financer beaucoup plus les routes. Et donc elle était dans une impasse financière par rapport à sa propre politique. Et donc elle a utilisé tous les leviers et tous les mensonges pour pouvoir faire sa politique de droite de financement des routes au détriment des transports en commun. Sur la question du pass Navigo, pour finir sur ce point, écoutez ce micro-trottoir justement. Bah écoutez, je trouve que c'est dommage parce que ils ont bien baissé, puisqu'effectivement ils ont fait un tout zone, tout dézoné, et puis là à nouveau augmentation, c'est... Quand on les prend tout le temps, on est mécontent, faut le dire. Si c'est pour apporter des financements supplémentaires, je trouve que c'est une bonne chose, ouais. Parce que le prix, honnêtement, quand on compare par rapport aux autres capitales dans le monde, en Europe, je trouve qu'on n'est pas très cher finalement. Si c'est pour tenir les rames en bon état, il n'y a pas de problème, quoi. Franchement, si c'est pour avoir la sécurité sur nos trains, je trouve ça que c'est parfait. C'est une bonne chose si ça permet d'améliorer la qualité des transports en commun. Si c'est juste une augmentation comme ça pour faire payer plus cher, notamment les plus défavorisés, je pense que c'est complètement une connerie. Voilà, vous avez déjà largement réagi sur cette question du pass Navigo, mais plus globalement sur le mandat, le début de mandat de Valérie Pécresse, les décisions qui sont prises. Je pense aux tests salivaires dans les lycées pour lutter contre le cannabis. Je pense aussi à la fin des financements des logements très sociaux dans les communes qui ont déjà plus de 30% de logements sociaux. Vous en pensez quoi? Depuis plusieurs mois que Valérie Pécresse, la droite, dirige cette région, on voit tous ceux qui perdent. Les jeunes, les bénéficiaires ou les candidats pour le logement social, l'environnement, on ne le dit pas assez. Mais par exemple, Valérie Pécresse et sa majorité, et je suis déçu que Chantal Jouanneau accompagne cela, ils arrêtent les financements pour les emplois d'insertion environnement. Ils arrêtent l'aide et réduisent de manière drastique l'aide pour l'agriculture biologique. Donc on commence déjà à voir ceux qui perdent. Ceux qui perdent, c'est l'environnement, c'est le transport en commun, c'est les associations.
c'est l'action sociale, c'est l'action de prévention de proximité dans les quartiers. Donc on voit ceux qui perdent, et pour l'instant, on ne voit pas complètement ceux qui gagnent, mais on commence à le deviner. Donc Valérie Pécresse va mettre en place en Ile-de-France une politique de droite classique d'aide aux entreprises et malheureusement aux très grandes entreprises et pas aux petites entreprises qui font le quotidien et la cohésion dans nos territoires. Projet de droite. J'ai une dernière question à vous poser. Vous avez été naturalisé en 2002. Je rappelle que vous êtes né au Maroc, on l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, dans un climat de repli identitaire aussi, vous qui avez grandi dans 2 pays, comment vous vous sentez? Quel message vous voulez faire passer? Bien, la vérité, moi je suis inquiet. Je sens effectivement ce repli identitaire et je sens une montée je ne vais pas vous dire racisme, parce que ça serait facile, de la peur de l'autre et de tous les côtés. Et c'est un grand danger pour notre République. L'arrière-fond de cela, c'est évidemment la crise économique, la crise de perspective et la crise de la mise en commun qu'on a dans cette société. Et donc je le dis de manière détendue, et ça concerne toutes les familles politiques et tous les partis politiques républicains. Si on ne revitalise pas notre démocratie, si les hommes politiques ne reviennent pas à de la politique concrète, si on ne sort pas des promesses qui ne sont jamais tenues, si on ne fait pas plus confiance dans le faire ensemble avec les populations, ça va continuer à se crisper et ça peut s'aggraver. Donc notre République, notre bien commun est aujourd'hui, de mon point de vue, en danger et on doit tous s'y mettre pour le sauver. Merci Mounir Satori d'avoir participé à ce café politique. Merci à vous.